right clamp, South Fox, H-Top, Master, Top Gun, BXP, Sweat. His first punt today. And it's a big one. Wow, look at this. J-10 avant la draft, le compte à rebours est en marche et la grande échéance approche à grands pas. Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors, on va retourner 28 ans en arrière. 1998 donc, la France devenait championne de monde de foot, oui. Bon, on s'en fout. Quelques mois plus tôt, il y avait un receveur de l'université de Marshall qui allait se révéler aux yeux de la NFL. Et beaucoup considèrent ce Pro Day comme le plus impressionnant de tous. Ce printemps, il y a des dizaines de Pro Day un peu partout dans le pays. C'est-à-dire, vous savez, ces entraînements individualisés où les prospects, en fait, ils réalisent les mêmes exercices, les mêmes ateliers que Combine, toujours sous les yeux des recruteurs NFL, sauf que cette fois-ci, ils le font sur leur campus. Les prospects universitaires, que ce soit possible choix du premier tour, ou même 7e, ou voire non drafté, ils vont courir, sauter, ils vont effectuer des exercices spécifiques à leur poste, dans l'espoir d'essayer de marquer des points et d'augmenter leur chance d'être drafté le plus tôt possible. Après 1998, non. Il n'y aura peut-être pas un Pro Day cette année comme celui de l'université de Marshall en 1998, le jour où Randy Moss, le receveur, a ébloui tous les présents. Alors, on sait qu'il a eu un passage un peu compliqué en college football. Notre-Dame, il n'y a jamais joué. Ensuite, transfert à Florida State. Il y a eu des problèmes de bagarre, de drogue, peine de prison. Il prenait la porte, il finissait à Marshall, où il allait réaliser 2 excellentes saisons. Seul problème, Marshall, c'était une université très modeste. Et c'est toujours une université assez modeste. Les premières estimations, ils donnaient Moss comme peut-être, oui, certes, un du top 10 des receveurs. Sauf que pas sûr qu'il soit pris au premier tour. C'est vrai que sa personnalité posait problème. C'est pas grave, puisqu'il nous a fait le Pro Day magnifique. Le plus beau Pro Day dont on puisse se souvenir. 4 secondes 25, oui, aux 40 yards. 119 cm en détente sèche. Waouh! D'un coup, tous les doutes avaient disparu. À l'époque, il faut dire que les médias, ils suivaient pas à la loupe les prospects comme aujourd'hui. Et Moss, donc du coup, en plus, dans une université assez modeste, comme on a dit, il passait un peu sous les radars quand même. Et il faut savoir aussi que c'était un super athlète. Il jouait au basketball au lycée. Après, à l'université, il faisait aussi des compétitions d'athlétisme. Or, forcément, de telles capacités physiques, ça allait finir par convaincre une franchise, donc les Minnesota Vikings, de le prendre en 19e place au premier tour. Et après, on connaît la suite. 14 saisons en NFL, 156 touchdowns et une pléthore de récompenses individuelles. Or, il y a beaucoup d'espoir en ce mois de mars, avril. Ils souhaitent sans doute imiter Randy Moss. Donc, on va parler aujourd'hui de ceux qui ont marqué et perdu des points lors de ces Pro Day. Alors, il y en a pas mal qui se sont mis en valeur. Il y a par exemple le grand favori, le numéro 1, Fernando Mendoza. Lui, déjà, il était quasiment assuré du choix numéro 1. Il avait peut-être même pas besoin de participer au Pro Day. Mais comme c'est un super leader, c'est un mec super généreux, il a voulu le faire aussi pour faire briller ses receveurs. Elijah Sarrat, Omar Cooper, A.J. Williams, le Titan Novakovsky. Il a fait ça pour eux aussi. Et après, on peut dire qu'il a fait le boulot parce que dans ses ateliers de passes, il s'est pas raté. Il a eu un excellent score de 53 passes complétées sur 56. Waouh, c'est juste énorme. Après, il a participé à aucun autre atelier, mais rien qu'avec ça, il a démontré encore une fois sa superbe précision, sa qualité de passe. Il faut savoir que cette saison, il finissait avec 72% de réussite. C'est tout simplement énorme. Parmi les invités, on va dire les présents, il y avait la délégation Raiders, il y avait l'entraîneur Kubiak, il y avait le coordinateur offensif Janoko.
Donc ils ont vu une nouvelle fois le quarterback, ils ont déjà rencontré, il y a des rumeurs qui disent qu'ils lui ont déjà donné le playbook, donc bon, vous savez, le cahier de jeu, donc bon, il va aux Raiders, donc c'est quasiment fait pour lui, quoi. Il y a un autre joueur d'Indiana qui a brillé, c'est le cornerback d'Angelo Ponds. 40 yards en 4,31, waouh, un temps énorme. Et en plus, il avait pris du poids, il a pris de la masse musculaire, il a pris 3,5 kg de plus de muscles, et ça l'empêchait pas à tous les ateliers une agilité impressionnante, hein, comme le mois dernier au Combine. Donc là, c'est vrai qu'il y a des questions par rapport à ses mensurations. Il est considéré petit, 1m79, 82 kg, mais là, avec ses capacités athlétiques, il va être choisi. Si c'est pas au premier tour, ça sera pas au 4e non plus, je pense dès le 2e jour, 2e ou 3e tour. Il y en a un, c'est assez marrant, c'est Spencer Fano, vous savez, le lineman offensif qui joue le tackle de Utah. Lui, il a dû passer du temps à l'ostéopathe puisque là, ses bras se sont allongés. Alors non, à 20 et quelques années, je pense que votre croissance est finie. Mais là, miracle, il a des bras de désormais 83 cm, donc ça fait 32 pouces. C'est toujours en dessous des 33 pouces considérés, vous savez, le seuil pour la longueur de bras de tackle. Mais là, il s'y rapproche beaucoup. Donc comme on a dit, il a gagné 2 cm. Après, bon, pas forcément ça, mais c'est-à-dire ça il est prêt, il a dit qu'il était prêt à jouer à l'intérieur. Garde, centre, ça lui est égal. Donc cette polyvalence, forcément, ça joue en sa faveur. Après, dans les ateliers, il a été très bon. Donc je pense qu'il va être pris au premier tour. Il y a un autre quarterback qui a brillé aussi lors de son Pro Day, c'est Garrett Nussmeier. Alors Garrett Nussmeier, lui, déjà, depuis le début du processus de draft, c'est-à-dire le Senior Bowl, il est sur la pente ascendante. C'est vrai que sa saison 2025 était très compliquée. Apparemment, il avait une grave blessure à l'abdomen, mais il a continué à jouer. Le problème, c'est que ça changeait sa technique de passe, sa position, on va dire sa mécanique, comme ils disent en anglais. Et donc forcément, ses prestations étaient mauvaises, hein, et du coup il perdait sa place. Je crois que les 3 derniers matchs, il les voyait depuis le banc de touche. Sauf que depuis, il s'est repris, il s'est rétabli, on va dire, de cette blessure. Senior Bowl, c'était le MVP, peut-être le meilleur joueur. Au Combine, il a impressionné par sa qualité de passe, sa précision, sa puissance aussi de bras. Là, le Pro Day, une nouvelle fois, il a été très très bon. Donc bon, est-ce qu'il s'assure la place de 3e quarterback de cette QV derrière Mendoza ou Simpson? Pas sûr, mais en tout cas, il s'en approche grandement. Alors chez les linemen offensifs, il y a un grand gagnant, outre Spencer Fano, c'est Caden Proctor, le tackle de Alabama. Vous pouvez pas le manquer. C'est un monstre physique, un colosse. 2,04 m, 159 kg, impressionnant. Rien que de voir en photo, il fait peur. Alors lui, il y avait beaucoup de critiques sur ses capacités athlétiques, puisque avec une carrure aussi grande, on va dire aussi épaisse, il avait du mal à bouger, il n'était pas forcément très endurant, sauf que là, son Pro Day, il a été impressionnant. Justement, il a été super mobile, sa mobilité, ça impressionnait, la violence de ses contacts, on entendait le bruit, vous savez, quand il poussait les sacs, là, ça faisait peur. Et en suivant, il a reçu beaucoup d'invitations pour aller visiter des franchises, dont les Kansas City Chiefs. Est-ce que ça va faire de lui un choix du premier tour? Pas sûr. Mais en tout cas, avec une telle carrure, et en plus il a balayé les critiques, il a fait mentir les sceptiques par rapport à ses qualités athlétiques. Donc là, je pense qu'il pourrait devenir très bien un choix du premier tour. Un autre qui a réalisé un superbe Pro Day, c'est Jermaine McCoy. Alors Jermaine McCoy, c'est un super joueur, le cornerback de Tennessee. Problème, 2025, saison blanche. Il n'a pas joué un match, il s'est fait les croisés le dernier match de la saison. Non, pardon, dans les playoffs en janvier 2025 contre Ohio State. Du coup, 2025, il n'a pas joué de toute la saison. 2024, il était excellent. Peut-être un des meilleurs cornerbacks de tout le college football. Il n'a pas participé au Senior Bowl, il n'a pas participé au Combine, il y avait beaucoup de doutes, on pensait qu'il allait descendre au 2e tour, et là il a fait un Pro Day, et là quel Pro Day? Une vitesse exceptionnelle, 4,38. En fait, il avait participé au Combine
avec ce temps-là, ça aurait été le deuxième quarterback le plus rapide. Après, il a mis plein la vue des recruteurs à tous les ateliers. Il a été super agile, super rapide. Non, lui, je pense que... Bon, je ne vais pas dire que ça va être le premier quarterback choisi non plus, mais je pense que le choix du premier tour est assuré pour lui. Receveur, parlons receveur aussi. Il y a Cornell Tate, le Buckeye, le receveur de Ohio State. Alors lui, déjà, on en parlait comme un top 10. Sans doute, il n'allait pas passer au-delà. Et là, avec le Pro Day qu'il a fait, est-ce qu'il ne pourrait pas opter au top 5 ? Même numéro 1 de tous les receveurs. Je pense que c'est le meilleur de tous les receveurs. Là, il y avait des doutes. Vous vous souvenez, au Combine, il avait fait un 40 yards qui était moyen, 4 secondes 53. Mais là, à tous les ateliers, une précision dans les tracés, des mains super solides, il attrapait tout. C'était vraiment super impressionnant. Et regardez, dans le top 10 là, de Las Vegas jusqu'à Cincinnati, dans le top 10, il y a 6 franchises qui l'ont invité à visiter, à visiter les installations dans les jours à venir. Donc, à mon avis, top 10 assuré, peut-être même top 5, nous verrons bien. Un autre lineman offensif, celui-là, il vient de Clemson, Blake Miller. Lui, il a impressionné, et depuis le Senior Bowl, il impressionne. On le voyait beaucoup le voyaient comme un choix du deuxième tour. C'est vrai qu'il était derrière, vous savez, la liste, là, les Spencer Fano, les Caden Proctor même, Max Iheanacho, il y a d'autres des offensive tackles. Sauf que lui, il nous a fait un Pro Day parfait. Tout simplement parfait selon les experts présents. Une nouvelle fois, il a montré ses capacités athlétiques, une superbe technique à différents ateliers. Lui, là, il rentre dans la sauce pour être pris au premier tour. On parle qu'il pourrait y avoir 7 tackles offensifs pris au premier tour. C'est logique, c'est un poste clé. Il est si important ce poste, c'est comme les cornerbacks, c'est comme les edge, c'est comme le quarterback. Ces joueurs-là sont souvent surdraftés. Donc ça ne m'étonnerait pas que Miller soit pris au premier tour lui aussi. Après, il y a d'autres joueurs. Ils ont eu un peu plus de mal. Là, ils n'ont pas marqué des points. Eux, on va commencer par Harvell Reese. Alors, Harvell Reese, bon, on va pas dire qu'il a été mauvais son Pro Day, mais il y a eu des réactions mitigées. D'accord ? Il a été bon pour certains, très bon pour d'autres, mais pour la majorité, c'était moyen. Sa technique, sa vitesse, et ils étaient remis en cause. Il paraissait lent, il paraissait rigide, surtout, vous savez, la flexion des hanches était pas impressionnante. Pour un edge, ça peut poser problème. Après, il a été tellement bon la saison dernière, il a été tellement bon au Combine, que bon, après, peut-être pas top 3, ok, je veux bien, mais je le vois pas être pris en dessous du top 5, top 6. Enfin, je peux me tromper, mais nous verrons bien. C.J. Allen, le linebacker de Georgia, un peu comme Harvell Reese. Il n'a pas fait un mauvais Pro Day. Mais là aussi, il y a eu, on va dire, des opinions assez différentes. Certains, là aussi, disaient qu'il était très bon. Il a démontré ce qu'il avait démontré l'année dernière sur le terrain. D'autres, là aussi, le trouvaient trop rigide, pas une flexion des hanches qui laissait à désirer. Et les ateliers de marquage, vous savez, de man cover, marquage à l'homme, de couverture, il avait un peu plus de mal. Mais c'est pas son point fort, et on le savait. Lui, il est excellent pour stopper le jeu au sol. Il est exceptionnel dans ça, c'est un des tout meilleurs. Donc bon, est-ce que le fait de ne pas avoir trop réussi son Pro Day, le fait d'avoir des lacunes encore, et ça peut se travailler, ces lacunes au marquage, en couverture, est-ce que ça va lui coûter un choix du premier tour ? Je sais pas, c'est possible, on en parle de plus en plus, comme quoi ça serait plutôt un choix de deuxième tour. Il y a un receveur, alors lui, le problème c'est pas qu'il ait fait un mauvais Pro Day, c'est qu'il n'a pas fait de Pro Day du tout. C'est Jordan Tyson. Et Jordan Tyson s'était considéré pendant des mois le meilleur receveur de cette QV. Seul problème pour l'ex-Sun Devil, il n'a pas foulé les terrains depuis 4 mois. Lors du dernier match, le derby contre Arizona, dans la saison régulière, en fait, il s'est blessé aux ischios. Je crois que c'était en milieu de rencontre, deuxième carton, tout comme ça. Depuis, il n'a rien fait. Pas de Senior Bowl, pas de Combine, pas de Pro Day. Alors,
Après, il y a les stats. En 4 saisons universitaires, des chiffres très bons. 136 réceptions, 18 touchdowns, presque 2000 yards. Ok, c'est pas mal, sauf que on parle de 4 saisons, quand même. Donc, c'est pas aussi énorme que ça. Le problème, c'est ça le problème, c'est qu'il a beaucoup souffert de blessures. Il s'est fait les ligaments croisés, antérieurs, postérieurs, latéraux, fracture de la clavicule, maintenant les ischios. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un joueur de 21 ans. Cette tendance à être souvent blessé, ça laisse perplexe, ça inquiète les recruteurs. Est-ce qu'il va être capable d'être opérationnel au plus haut niveau et de durer longtemps? C'est pas sûr. Après, apparemment, selon Phil Yates, qui est un journaliste d'ESPN, Jordan Tyson, il prévoit d'avoir un entraînement privé, individuel, c'est-à-dire devant plusieurs recruteurs la semaine prochaine. Et là, il devrait participer à tous les ateliers. Nous verrons bien. Il y a un autre joueur qui lui aussi est blessé et qui n'a pas fait de Pro Day, c'est Avion Terrell, le cornerback de Clemson. Alors lui, il était touché aux ischios depuis un petit moment. Sauf qu'il a fait un entraînement privé, et qu'est-ce qui s'est passé? La tuile, il s'est aggravé cette blessure, la toute première course. Déjà, il a fait l'impasse sur le 40 yards au combine, parce qu'il était inquiet de ne pas avoir un super temps, et on sait que pour le cornerback, le chrono au 40 yards, c'est super important. Il n'a pas fait son Pro Day. Et là, ça va être compliqué pour lui parce que est-ce qu'il pourrait perdre... Il était quasiment assuré avant cette blessure d'un choix au premier tour. Parce que niveau quarterback, là, dans cette QV, il est top 4 ou top 5. Sauf que là, est-ce qu'une franchise va prendre un joueur dès le premier tour qui est blessé? Surtout musculaire, aux ischios, on sait que ça prend du temps à bien se soigner, donc ça pourrait être compliqué pour lui. Il y a un autre receveur qui a eu un peu de mal, c'est Malachi Fields. Alors lui, c'était, souvenez-vous, la révélation du Senior Bowl au mois de janvier. Il avait été très bon. Au combine, il avait un peu de mal, surtout aux 40 yards, un temps de 4,61, c'est un peu lent pour un receveur. Et ça avait marqué les esprits, de manière négative. Au Pro Day, il avait l'occasion de se refaire la cerise, de prouver qu'il est plus rapide que ça, mais non, il faisait l'impasse. Et là, c'est la stratégie, il s'est trompé de stratégie là. Parce que là, si déjà il y avait des sceptiques par rapport à sa vitesse, et là, il n'a pas aidé son cas, quoi. Et là, je pense que le choix le premier tour, c'est fini pour lui, quoi. Taylor Green, vous vous souvenez de Taylor Green, le quarterback de Arkansas? Au combine, il avait laissé bouche bée tout le monde. Un quarterback de 2 mètres, il avait fait un saut vertical de 110 cm, un saut en longueur sans élan de 3,41 m, les 40 yards en 4,36. Bref, des qualités athlétiques impressionnantes pour un quarterback. Sauf que le Pro Day d'Arkansas, c'était une autre histoire et il a prouvé une nouvelle fois que c'est pas un joueur prêt, on va dire, pour le très haut niveau. Sa technique de passe, vous savez, sa mécanique de passe, plus que perfectible, pas terrible. Beaucoup d'irrégularités dans ses lancers. Alors, comme on a dit, des capacités athlétiques énormes, un bras très puissant. Mais après, il va falloir travailler. Il faut vraiment qu'il travaille. Donc bon, avec ces problèmes-là, je pense que 3e, 4e tour au mieux, quoi. Finissons avec un peu de college football. Alors, on va pas parler des Florida Gators aujourd'hui, mais on va parler un peu de possibles changements. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la presse cette semaine, mais on parle du changement à venir dans les règles d'éligibilité. On a vu que ces dernières saisons, il y avait beaucoup de demandes d'extension d'éligibilité, des joueurs qui demandaient une année supplémentaire, une 6e année, 7e année. Donc, une liste de requêtes incroyable à NCAA, des procès qui s'en suivaient. Là, le college football, il est à un point de non-retour. Il faut vraiment qu'ils trouvent des solutions pour, on va dire, remettre un peu d'ordre dans ce système qui est totalement défaillant. Les autorités s'en mêlent. On a vu le président des États-Unis, Donald Trump, il a décidé de prendre le taureau par les cornes.
Il a tenu une table ronde Selling College Football il y a quelques semaines de cela. Là, il a signé un décret présidentiel vendredi dernier. Et en fait, ce décret, ça vise à limiter la durée pendant laquelle les athlètes peuvent pratiquer les sports universitaires. 5 ans. En fait, et ça commencerait à l'âge de 19 ans ou le jour où ils reçoivent leur diplôme à la fin du lycée, en fait. Et après, le chrono est en marche. 5 saisons, max. Et il veut aussi, ce décret dit aussi que il faut réduire le nombre de transferts par joueur. Maximum 1 transfert. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui changent chaque année d'université, donc d'équipe. Ça, avec ce nouveau décret, ça serait impossible. Après, on sait très bien que le président de la NCAA, Charlie Baker, il avait passé des mois, ça fait des mois qu'il suppliait le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le Congrès d'intervenir. Là, il voit enfin son vœu exaucé. Après, est-ce que ça veut dire que la NCAA, ils voient la lumière au bout du tunnel, qu'ils vont récupérer leur prestige, leur pouvoir d'antan? Pas sûr. Pas sûr parce qu'en fait, il y a plusieurs avocats qui travaillent pour les universités ou pour les athlètes universitaires. Ils ont déjà averti que le décret du président, il va être sans doute déclaré anticonstitutionnel et inapplicable si jamais il était contesté devant un tribunal. Donc on sait que ça fait 5 ans en fait, ça fait plus de 5 ans qu'il y a des discussions de possibles solutions, propositions de projets de loi, tout ça, ça n'a jamais abouti. Il n'y a jamais eu de vraie proposition de loi. C'est vrai que les 2 clans politiques, républicains, démocrates, et même les 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, ils ont des postures tellement éloignées qu'ils n'arrivent jamais à trouver de compromis en fait. Il y avait, souvenez-vous, la proposition de loi de Donald Trump, le SCORE Act. Cette proposition, apparemment, si on écoutait le pouvoir exécutif américain, ça devait changer à jamais le sport universitaire. Sauf qu'il y a un problème. Cette proposition de loi n'a été jamais soumise au vote au Congrès. La Chambre des représentants, à 2 reprises, ils ont repoussé le vote, en fait. Après, apparemment, il y a des problèmes, il faudrait modifier un petit peu ce projet de loi pour pouvoir le présenter à nouveau. Des rumeurs disent que dans les semaines à venir, il va être représenté. Bref. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a beaucoup de discussions, c'est sûr, beaucoup de buzz, mais au final, toujours pas de solution pour régler un peu, on va dire, ce Far West qu'est le college football.